Alors une fois que vous êtes à l'aise avec l'interface, les raccourcis utiles pour manipuler cette interface, se pose la question à un moment donné de l'enregistrement de vos fichiers. Et il y a une particularité qu'il faut prendre en compte dans les nouvelles versions, c'est la possibilité d'enregistrer votre document soit en local, soit en ligne. Alors on va faire une petite expérience très simple. Alors pour le moment, je dirais qu'il est inutile de connaître les fonctionnalités que nous verrons plus avant, mais je vais simplement ici vous montrer que je vais changer très légèrement la couleur de ma fenêtre. Donc ça n'a absolument aucune importance, hein, que vous le fassiez en même temps ou pas. C'est juste pour vous montrer que j'effectue une manipulation. On y reviendra naturellement ensemble, hein, pas de souci. Mais je voulais surtout me concentrer sur ce menu fichier enregistrer sous. Et là, dans la version 2020 qui nous intéresse, vous avez ce panneau qui s'affiche systématiquement, que vous pourrez d'ailleurs ne plus afficher une fois que vous aurez fait un choix. Moi je dirais que tant que vous n'êtes pas sûr de votre coup, laissez ce panneau s'ouvrir au moment de l'enregistrement, de telle sorte que vous puissiez encore décider d'enregistrer le document ici, en local, sur votre ordinateur, ou en ligne, évidemment, si vous souhaitez utiliser une partie du cloud qui vous est réservée quand vous avez un abonnement. Alors, pour information, évidemment, ça va de soi, cet enregistrement en ligne ne peut être effectif que si vous payez un abonnement, que si vous avez démarré votre session Photoshop en utilisant votre session Creative Cloud. Autrement dit, que vous avez connecté votre session Photoshop avec l'identifiant Adobe que vous avez utilisé pour vous inscrire lors de votre première installation. Donc, très sommairement, hein, si je clique ici sur le bouton enregistrer sur votre ordinateur, je vais naturellement retomber dans le cas classique où je souhaite enregistrer sur Mac ou sur PC mon document quelque part. Alors sur le bureau, pourquoi pas, et je décide ici, eh bien pourquoi pas de ranger ça dans mon dossier visuel, et je l'enregistre. Mais je peux aussi demander ici d'enregistrer sous, enregistrer mon document comme un document en ligne, et là, vous voyez que je vais me retrouver ici dans un espèce d'environnement nouveau que je vais pouvoir organiser un petit peu à ma sauce. Autrement dit, avec la possibilité ici de créer un dossier complémentaire que je pourrais appeler test formation doc en ligne. Donc ça, c'est le nom que je décide de donner à mon dossier dans lequel je rangerai mes documents en ligne. Je l'enregistre. Je note au passage ici que j'ai la possibilité de revenir un cran avant et de visualiser l'ensemble de mes dossiers. Vous voyez donc test de formation doc en ligne que je pourrais afficher sous forme d'icône, sous forme de liste. Je peux en rajouter autant que je veux. Et évidemment, dans le cas où je souhaite enregistrer ce document, eh bien je vais lui donner un nom. Ma nouvelle fenêtre modifiée. Ça, c'est le nom du document que je viens de créer. Et je vais naturellement décider d'enregistrer ce document dans mon test de formation en ligne. Donc si vous voulez, tous ces documents que je range en ligne seront centralisés. L'intérêt évident qu'on peut y trouver, c'est de pouvoir retrouver ce document quand vous êtes chez un client à l'extérieur et que vous n'avez pas forcément pris votre matériel avec vous. Donc l'enregistrement que vous avez fait ici chez vous au bureau se retrouvera dans la même session quand vous vous connecterez ailleurs, à l'extérieur, avec un autre matériel, etc. Donc là, je décide d'enregistrer. Alors une fois que votre document a été enregistré en ligne, la question qui se pose, c'est à quel endroit je vais le retrouver. Alors bien évidemment, si le document a été enregistré en local sur votre PC ou sur votre Mac, c'est classique, hein, vous faites simplement fichier ouvrir, et naturellement, ici, vous demandez à l'ouvrir sur votre ordinateur. Mais la particularité dans cette version 2020, c'est que quand vous faites fichier ouvrir, c'est que vous avez maintenant ici la possibilité de travailler directement sur le cloud, puisque du fait que vous êtes connecté aussi sur le cloud et donc aux documents en ligne. Et là, c'est très très simple, puisque le dossier que j'ai créé avec vous tout à l'heure, qui s'appelle test formation doc en ligne, contient évidemment des fichiers que je peux toujours classer sous forme de liste, sous forme d'icône, suivant le nombre de fichiers que j'ai rangés dedans et le confort de visualisation d'aperçu que je veux avoir. Et là, évidemment, je retrouve mon document, ma nouvelle fenêtre modifiée, vous voyez que la fenêtre est orange ici, qui a été créée il y a 2 minutes. Donc là, tout simplement, il me suffit de l'ouvrir.
Alors comme il était déjà ouvert, vous comprenez bien que ça n'a pas fait grand chose, mais je peux le refaire devant vous par sécurité, hein. Je fais ouvrir, ici, voilà, et mon document est directement accessible. Donc bien évidemment, si je me connectais avec un autre ordi, Mac, PC, ou sur un poste client dans lequel j'aurais décidé de démarrer ma session perso, eh bien je pourrais naturellement retrouver mes documents en ligne. Donc c'est une excellente manière pour vous de partager des documents, de pouvoir avoir une utilisation nomade de Photoshop, et finalement d'utiliser chez le client. Alors je me permets, pour rappel évidemment, hein, que vous êtes dans une Creative Cloud, donc que vous êtes connecté avec votre session, évidemment, et que cette session perso, naturellement, vous permet d'être reconnu comme étant l'unique utilisateur de cette session Photoshop. Donc si vous devez être assuré là-dessus, soyez-le, puisque le partage de données ou d'informations ou de fichiers que vous faites sur votre dossier en ligne, évidemment, ne concerne que votre session utilisateur. Avant de démarrer votre production, il y a un dernier réglage que j'aimerais aborder avec vous, c'est le réglage des préférences. Des préférences qui vont vous aider à configurer par exemple l'unité de mesure, les millimètres, les centimètres, mais aussi la manière dont vous souhaitez afficher la couleur de votre interface, etc. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez anticiper, et notez au passage que ces réglages de préférence sont des réglages logiciels, ça sous-entend que vous ne devrez pas les refaire à chaque fois que vous allez relancer Photoshop. Alors, petite parenthèse avant de démarrer ce sujet aussi, notez simplement que sur Mac et sur PC, le menu préférences ne se trouve pas au même endroit. Donc pour information, si vous êtes sur PC, vous trouverez les préférences dans le menu édition, ici. Et si vous êtes sur Mac, vous avez un menu spécifique qui porte le nom du logiciel dans lequel vous êtes, donc Photoshop si vous êtes dans Photoshop, Illustrator si vous êtes dans Illustrator, etc. Et c'est dans ce menu Mac spécifique que vous retrouverez les préférences. Donc pour information, ouais, je suis sur mon image, je vais faire un tour dans les préférences du logiciel, et là j'ai évidemment un certain nombre de choses sur lesquelles on va plus ou moins s'étendre. Je vais être très succinct dans un premier temps, pour vous rappeler par exemple que ici, vous voyez, c'est grâce à cette option-là que lorsque vous demandez un nouveau doc ou que lorsque vous lancez un document Photoshop, vous vous retrouvez avec cet écran d'accueil. Voilà, donc ça pourrait faire partie des choses, par exemple, qui pourraient vous surprendre d'un Photoshop à l'autre en vous disant bah tiens, pourquoi chez moi ça s'affiche pas, j'ai peut-être pas la même version que mon voisin, etc. Et c'est souvent simplement lié au fait que dans vos préférences, vous n'avez pas forcément activé tel ou tel réglage. Donc si je retourne dans les préférences ici, je pourrais aussi m'intéresser, pourquoi pas, à mon thème de couleur de mon interface. Et c'est pour ça que ici, vous voyez, quand je vais cliquer dans un carré plus ou moins foncé, je vais me percevoir que la couleur de mon interface en arrière-plan va changer. Donc je me retrouve avec une interface beaucoup plus claire ici si je valide. Vous voyez, je vais ouvrir un fichier d'image, par exemple la même fenêtre, et vous voyez que mon interface est très très claire. Alors ce qui pourrait me laisser penser que j'ai une version différente de la vôtre si vous avez une interface plus sombre. Donc tout ça, ça se règle également dans les préférences ici, interface notamment, et pour le confort des yeux, bah vous imaginez bien qu'avec une interface un petit peu plus sombre, voilà, vous risquez de moins fatiguer. C'est une proposition que vous pouvez faire si vous souhaitez vous reposer un petit peu les yeux. Autre élément relativement intéressant, et notamment la gestion des espaces de travail, ce qui peut être intéressant, c'est ça, c'est afficher automatiquement les panneaux, ou réduire automatiquement les panneaux, ou ouvrir les documents dans de nouveaux onglets, etc. Autrement dit, ça veut dire quoi? Bah, si jamais je décide de déplacer un panneau et de le positionner, je pense au panneau nuancier, et le positionner par exemple en haut à gauche de mon espace ou de mon interface, et bien lorsque je vais redémarrer mon logiciel Photoshop, les panneaux seront positionnés à l'endroit où je les avais laissés quand j'ai quitté mon logiciel. Dans le même ordre d'idée, si je crée un nouveau doc ici, ou si je demande un nouveau doc, voilà, et bien je vais automatiquement le charger dans un deuxième onglet. Donc tout ça, vous voyez, se règle à ce niveau-là dans les espaces de travail, et particulièrement ouvrir des documents dans de nouveaux onglets. Voilà, donc ces préférences-là, vous voyez, elles sont accessibles directement ici. Alors il y en a une dernière que je pourrais éventuellement vous proposer, si vous le souhaitez, c'est pourquoi pas unité et règles. Et là, vous pourriez par exemple demander à ce que l'unité de mesure de ma règle soit en centimètres
ou en millimètres, ce qui, lorsque je vais aborder avec vous la notion d'alignement, de placement d'objets dans une grille de placement, eh bien ça nous permettrait d'avoir une grille par défaut dans une unité de mesure que l'on connaît, c'est-à-dire le centimètre ou le millimètre. Évidemment, ça va de soi, si vous êtes en pouces, en points ou en pica, ça risque d'être un petit peu délicat. Voilà, bref et en résumé, je voulais simplement vous rappeler que dans les préférences de votre logiciel, vous pouvez commencer à configurer un certain nombre de réglages en amont, et je vous rappelle enfin que ces réglages sont valables une fois pour toutes, tant que vous n'aurez pas décidé de les modifier. Je vous propose un nouveau quiz en rapport avec l'interface et la découverte de Photoshop avec une première question. Si je veux créer un nouveau document pour un iPad, je choisis plutôt un réglage pour l'impression, mobile ou web. Je vous laisse réfléchir. Alors bien sûr, la réponse c'est mobile. Pourquoi? Parce que dans cette catégorie-là, vous avez à disposition sur votre écran d'accueil un certain nombre de réglages de taille d'écran déjà adaptés à ce type de périphérique. Alors par exemple, vous retrouverez dans la liste des écrans de type iPhone, iPad, Android et j'en passe. Si je veux créer un document pour l'imprimeur, je dois obligatoirement travailler en CMJN. CMJN, c'est un mode colorimétrique qu'on emploie souvent pour l'impression, et ça veut dire cyan, magenta, jaune, noir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien c'est faux, parce qu'on peut tout à fait travailler en RVB, rouge, vert, bleu, ce qui d'ailleurs permet d'avoir une gamme de couleurs un peu plus étendue qu'en CMJN, donc c'est plutôt un avantage de travailler en RVB, et il sera toujours possible le moment venu de convertir ce document RVB en CMJN en supposant que l'imprimeur ou votre process de fabrication ou de production vous l'impose. Si j'ai fermé un panneau sans le faire exprès, comme le panneau de calque par exemple, à quel endroit je vais pouvoir le retrouver? Dans quel menu? Édition, fenêtre ou affichage? La réponse est fenêtre. Tous les panneaux de Photoshop peuvent se retrouver dans le menu fenêtre, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Dans les différents panneaux que j'ai à l'écran, ce qu'on appelle un environnement de panneaux, j'ai des panneaux qui sont positionnés. Et à un moment donné, à force de manipuler ces éléments-là, je vais peut-être en effacer certains, en déplacer certains. Donc la question est, pour retrouver un environnement de panneaux tel qu'il était à l'origine, je peux soit redémarrer Photoshop, remettre les panneaux un par un à leur place, ou réinitialiser l'espace de travail. Évidemment, réinitialiser l'espace de travail est le meilleur moyen que vous aurez pour retrouver un environnement de panneaux d'origine. Vous pourriez bien sûr remettre les panneaux les uns après les autres à leur place, mais vous imaginez le temps passé. Quant au redémarrage de Photoshop, ça ne changera rien puisque vous retrouverez l'environnement de panneaux tel qu'il était au moment où vous aviez quitté Photoshop. Pour afficher mon image entièrement à l'écran, et ce, quelle que soit la taille de l'écran, je dois cliquer 2 fois sur quel outil? La flèche de déplacement, la loupe ou la main? Eh bien, c'est l'outil main. L'outil loupe permet d'afficher le document en taille réelle, c'est-à-dire à 100%. La flèche de déplacement, comme son nom l'indique, permet de déplacer des éléments dans un montage. Et la main, quand je clique 2 fois dessus, évidemment, elle me permet d'afficher le document entièrement à l'écran. Quelle touche du clavier me permet de zoomer ou de dézoomer directement avec la molette de la souris? Lorsque vous manipulez la molette de la souris, en y associant une des 3 touches proposées, vous pourrez zoomer ou dézoomer à l'écran. Quelle est cette touche? Eh bien, c'est la touche Alt et ce, que vous soyez sur Mac ou sur PC, plus la molette que vous allez manipuler et faire ainsi un zoom ou un dézoom de votre image directement à l'écran. Ça évite de passer par un raccourci forcément peut-être plus difficile à retenir. Je peux enregistrer un document en ligne, même si je ne suis pas connecté sur ma session. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Alors évidemment, c'est impossible d'enregistrer un document en ligne si je ne suis pas connecté sur ma session. Alors je dirais que c'est un petit peu l'avantage de l'inconvénient, c'est-à-dire que seules les personnes connectées sur leur session pourront enregistrer des documents en ligne, donc on peut parler de sécurité. Évidemment, la petite problématique, c'est de ne pas pouvoir le faire si vous êtes dans un environnement hors réseau, hors ligne. Auquel cas, eh bien, vous continuerez à enregistrer en local comme d'habitude votre document sur votre PC ou sur votre Mac, et le moment venu, vous pourrez toujours en refaire une copie en ligne quand vous aurez retrouvé une connexion. Eh bien ça y est, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet après les séquences qui ont été vues sur notamment les problématiques d'interface, les raccourcis utiles pour gérer les interfaces, commencer à comprendre un petit peu ce que c'est qu'une résolution et une définition. Ça y est, il est temps enfin de passer au réglage réel, et parmi les choses qu'il faut mettre en avant dans une production graphique, c'est d'abord le traitement de l'image. Traiter une image, ça sous-entend tout simplement améliorer le visuel, parce que je me vois pas faire un montage, une retouche ou un photomontage un petit peu sympa, dans la mesure où je n'aurais pas encore au préalable réglé mon image. Donc régler l'image, c'est ce qui paraît être prioritaire évidemment, et c'est pour ça que je vous propose de commencer par ça. Et dans le traitement, il y a plein de phases différentes qu'on va plus ou moins aborder dans cette séquence ici, et surtout je vous rappelle que votre formation Les fondamentaux de Photoshop 2020 ne vous permettra pas d'aller au-delà d'un certain nombre de réglages de base, mais néanmoins très complet et néanmoins utile. Donc ici, la première chose que je vais vous montrer, c'est ça, c'est dans Image Réglage, et je voudrais déjà vous parler de luminosité contraste. Alors luminosité contraste, c'est pas bien compliqué, je fais juste attention de cocher ici la case d'aperçu. Luminosité contraste, c'est le gain de lumière, tout simplement. Le curseur partant de 0, évidemment, je monte, je descends. La case d'aperçu étant cochée me permet de voir en temps réel ce qui se passe, sinon voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que je pensais que ça ne fonctionne pas. Donc je coche toujours la case d'aperçu. Et donc le curseur de lumière va jouer sur un facteur particulier, c'est la lumière dans les tons moyens. Donc les tons moyens, c'est quoi? C'est ni les tons foncés ni les tons clairs, c'est les tons intermédiaires, donc les tons moyens. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais évidemment, augmenter ou baisser la lumière, si on ne se limite qu'à ça, c'est comme si je mettais dans une pièce de ma maison une lumière plus ou moins forte, avec un rendu d'éclairage plus ou moins marqué. Ça ne peut être intéressant, ce réglage-là, que si en contrepartie vous jouez aussi sur le contraste, parce que très souvent ce qui va se passer, c'est qu'une augmentation de lumière va aussi engendrer une baisse de contraste. Donc c'est en jouant sur la baisse de la lumière et l'augmentation du contraste que vous allez commencer à obtenir quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, vous voyez, je suis pas tellement satisfait de mon rendu parce qu'il y a un côté un peu fade dans cette histoire-là. Alors, je vais remettre les compteurs à peu près à 0, on n'est pas à un point près, voilà, à peu près, et je vais cocher cette option-là, alors qui a un intitulé très incompréhensible à mon goût, utiliser l'algorithme hérité. Alors ça, franchement, ça veut pas dire grand-chose. Je le traduirais par conserver la luminosité ambiante ou la lumière d'origine. Et là, vous allez voir que ça change un peu la donne parce que en augmentant la lumière ou en la baissant et en jouant sur les contrastes, vous voyez, j'ai un rendu qui est quand même beaucoup plus marqué, beaucoup plus soutenu, notamment dans les contrastes. Donc ici, grosso modo, c'est un petit peu comme si je jouais à la fois sur deux tableaux, c'est-à-dire augmenter le contraste à condition de baisser la lumière. Si j'augmente les deux, je vais obtenir quelque chose de complètement cramé et finalement cette photo est totalement inexploitable. Si je baisse les deux, j'aurai le même problème, quelque chose d'extrêmement fade et de peu contrasté. Donc vous avez bien compris que c'est en jouant sur les deux tableaux, de manière subtile, autant que possible évidemment, que je vais obtenir un résultat qui est relativement intéressant. Et pour obtenir le comparatif avant-après de mon réglage, eh bien je n'ai qu'à décocher la case d'aperçu, la recocher, pour voir le avant, le après. Alors là, je suis obligé aussi de vous parler d'un point qui est relativement important. Bon, j'ai un écran qui est d'assez bonne qualité, c'est un écran de marque Yamaha, mais c'est pas tellement important de le citer. Ce qui est important, c'est de dire que chez vous, vous avez peut-être un écran différent du mien, qui n'est donc pas paramétré de la même manière, qui ne rend pas les couleurs de la même manière, qui ne rend pas les contrastes de la même manière. Et évidemment, la conséquence logique de tout ça, c'est que suivant les différents écrans sur lesquels vous allez afficher cette image,
même si on a les mêmes réglages ici et précisément les mêmes, il se pourrait que vous disiez chez vous, moi j'ai moins de contraste, j'ai plus de contraste que Stéphane sur son écran. Oui, tout simplement parce qu'un écran ne fait que rendre des couleurs et des lumières et des contrastes tel qu'il a été fabriqué, et donc il y a des variations notables à ce sujet-là. Donc ça, je voulais vous le signaler, et donc tenez compte de cette info évidemment pour être un peu plus tolérant, je dirais, dans vos réglages. L'autre chose sur laquelle je voulais aussi insister, c'est ce bouton auto. On me pose souvent la question, finalement, est-ce que c'est pas compliqué de régler tout ça alors qu'on a un bouton auto qui va peut-être faire le job? Ouais, sauf que entre nous, c'est un peu comme si j'achetais un appareil photo numérique à 1000 € et que j'utilisais seulement le bouton automatique sur cet appareil-là. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un produit aussi riche et puissant que Photoshop pour cliquer sur le bouton auto? Alors il se trouve que c'est assez amusant parce que vous allez voir que si je clique là-dessus, je pense qu'on va pas être très loin du réglage que j'avais proposé en manuel. Je tente le coup, mais je crois pas trop me tromper. Oui, c'est assez amusant, oui, ça a presque pas bougé. Bon, il y a un petit rendu différent, mais vous voyez qu'on a quand même une augmentation légère du contraste et une baisse légère de la luminosité, qui à mon goût était encore un peu trop marquée, donc je vais légèrement la baisser. Voilà, mais vous voyez, ça permet éventuellement de se dire, ok, lançons le réglage et puis affinons-le manuellement, parce que finalement, quel dommage d'avoir un produit aussi riche pour ne se servir que des boutons automatiques. Donc ça, c'était la première phase du réglage que je voulais vous proposer, luminosité contraste qu'on trouve dans le menu Images et Réglages. Ça ne règle pas tout, mais en tout cas, ça permet une amélioration sensible dans les tons moyens, de vos lumières et de vos contrastes. Alors pour information, si vous souhaitez utiliser un deuxième réglage, soit en complément, soit en remplacement du précédent, moi je vous invite souvent à faire ça, c'est-à-dire à revenir dans le menu Fichier, demander version précédente, c'est-à-dire revenir à la version de base de votre fichier, c'est-à-dire version non réglée. Vous notez ici la présence d'un raccourci très utile que je vous invite à noter, c'est le raccourci F12. F12, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à revenir à la version précédente de mon image. Et là, vous voyez que je retrouve les réglages d'origine. Alors attention, parce que sur Mac, parfois, le raccourci F12 est associé à Dashboard. Dashboard est une petite application Mac qui permet de lancer des petits éléments, des petits panneaux complémentaires. Donc il suffira d'aller dans votre système pour régler ces préférences-là et réattribuer Dashboard à une autre touche que F12 qui sert dans Photoshop à revenir à l'élément précédent. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. En tout cas, deuxième réglage que j'aimerais vous montrer en complément du premier, c'est toujours dans Images Réglages, et cette fois-ci je vous propose de faire un tour dans Exposition. Alors la particularité d'Exposition, c'est que c'est un petit peu luminosité contraste, mais en un peu mieux, c'est-à-dire qu'au lieu de vous intéresser au ton moyen, vous allez vous intéresser aux tonalités globales, donc aussi bien les tons clairs, les tons foncés que les tons moyens. Donc la notion d'exposition, autrement dit, qui se rapproche fortement de la lumière de tout à l'heure. Mais encore une fois, vous comprenez bien que si vous ne jouez que sur ce tableau-là, vous êtes forcément perdant. Donc l'exposition va me permettre d'augmenter ou pas la phase de lumière. Le décalage, quant à lui, va me permettre d'augmenter la gestion des contrastes. Donc là, vous voyez que ce contraste est géré de manière un peu plus diffus, un peu plus progressif que dans le cas de la luminosité et du contraste. Donc je commence à obtenir des rendus intéressants sur le plan de la lumière, et avec des détails ici qui se détachent de plus en plus. Alors à moi de jouer sur la tonalité que je souhaite obtenir dans le fond de ma photo. Je peux mettre en clair, en sombre, suivant ce que j'ai envie d'obtenir comme rendu. Donc ici on est sur quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose de relativement intéressant. Et enfin, dernier curseur ici, la correction gamma, qui va tout simplement me permettre de jouer sur l'aspect lumineux global de ma photo, le gamma étant variable d'un ordinateur à l'autre. C'est-à-dire que sur un Mac, bon alors ça va peut-être pas vous dire grand chose, mais sur un Mac vous avez un gamma de 2.2 et sur un PC un gamma de 1.8. Ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire que sur un Mac, vous aurez toujours un éclairage qui semble plus élevé, une luminosité qui semble plus forte que sur un PC. Donc c'est en jouant sur le gamma ici que vous pourrez naturellement peut-être anticiper le fait que sur un PC, il faudra mettre peut-être plus de lumière que sur un Mac, et ainsi de suite.
Donc finalement, à l'arrivée, par rapport à mon réglage de luminosité-contraste, j'ai peut-être un peu gagné dans l'exposition en subtilité, en progressivité dans mon réglage et dans mon rendu global. Voilà, ça ce sont les deux premières fonctions de traitement que je voulais vous montrer. Alors même si cette séquence est un peu longue, vous remarquerez que ces deux fonctions se trouvent ici et apportent quelques rares différences, mais qui sont quand même suffisamment importantes pour être notées. Alors une fois qu'on a vu le réglage de lumière-contraste et le réglage d'exposition, qui sont deux réglages assez similaires en termes de technicité, eh bien j'aimerais vous parler d'un troisième réglage que j'affectionne particulièrement, c'est le réglage des niveaux. Et le réglage des niveaux, ça se trouve aussi dans le menu Images, Réglages, et cette fois-ci, on a la possibilité d'associer ce réglage à un raccourci, CTRL-L que vous notez ici, L comme Level, facile à retenir, et je vous le rappelle encore une fois, hein, quand vous êtes sur Mac, le raccourci CTRL-L devient Commande L, c'est la seule différence notable que vous verrez entre les deux types de matériel. Et donc quand je fais ça, j'arrive dans ce graphique, hein, qu'on appelle un graphique de gradation, un histogramme de gradation. La terminologie importe peu, ce qui m'intéresse par contre, c'est de vous faire remarquer que ce graphique-là est totalement dépendant de l'image qui est ouverte ici. Donc j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que tous les graphiques ne sont pas les mêmes parce que les images sont différentes. Et d'une image à l'autre, le graphique sera différent. Alors pour preuve, hein, sur cette image qui s'appelle épice ici, j'ai bien effectivement un graphique qui ressemble à ça, avec une zone très plate sur la gauche et un petit peu plate sur la droite. Mais si j'ouvre la deuxième photo, que vous connaissez bien maintenant, et que je retourne dans Images Réglages pour demander à nouveau ceci, eh bien vous voyez que le graphique est radicalement différent, avec des zones plus pleines et plus égales, en tout cas plus réparties en largeur. Donc ça c'est important de le comprendre. Alors si vous faites un petit peu de photos, vous noterez que tout ça se retrouve dans le capteur de votre appareil photo préféré, mais très souvent c'est lié à des problèmes d'exposition, d'ouverture, d'ISO, enfin etc. Et naturellement, ces réglages-là que vous avez fait en amont sur votre appareil photo conditionnent aussi le rendu de la prise de vue et donc le rendu graphique de cette prise de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans notre affaire de niveau? C'est que si je retourne dans Image Réglage Niveau ou CTRL-L, eh bien ce graphique en dit long sur le problème que j'ai dans l'image. Le problème que j'ai dans l'image, c'est des zones plates, et qui dit zone plate dit zone dans lesquelles il manque des tonalités. Et ce que vous allez noter, et ce qui est très important à retenir, c'est que dans un graphique d'histogramme comme ici, vous aurez toujours trois flèches situées en bas. La flèche un peu sombre à gauche qui conditionne les tons foncés, la flèche grise au milieu qui conditionne les tons moyens, et la flèche blanche à droite qui conditionne les tons clairs. En gros, si on arrive à traduire ce que veut dire cet histogramme-là, c'est qu'il manque considérablement de tons foncés dans cette image, il manque quelques tons clairs dans cette image. Si les zones étaient pleines, ça voudrait tout simplement dire qu'il ne manque pas de matière dans les différentes zones de tons foncés et de tons clairs de l'image. Donc en gros, ce qui est difficile ici, mais vous voyez que ça n'est pas tant que ça, c'est d'arriver à lire ce graphique pour évaluer qu'est-ce qui manque dans l'image. Il me manque des tons foncés, il me manque des tons clairs. Et donc ce que je vais vous proposer ici, c'est tout simplement de rehausser les tonalités manquantes avec une manipulation que vous allez découvrir avec moi tranquillement. Alors première chose, ici, on affiche quoi? On affiche les différentes couches qui composent mon image. Et pour en avoir parlé avec vous dans une séquence précédente, j'aimerais vous rappeler qu'une image, en général dans Photoshop, est affichée dans un mode colorimétrique RVB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon image est décomposée en trois couches, de rouge, de vert, de bleu. Et que si j'affiche la couche de rouge, j'aurai un graphique spécifique pour le rouge, un graphique spécifique pour le vert et un graphique spécifique pour le bleu. Alors me direz-vous, on pourrait faire le réglage globalement de l'image sur toutes les couches en même temps, mais vous comprenez facilement qu'on est plus subtil si on règle les couches les unes après les autres, c'est donc ce que je vais vous proposer. J'ai donc affiché ma couche numéro 1, le rouge, il faut bien commencer par quelque chose, et là je vais tout bêtement maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncé, la touche Alt qui, je vous le rappelle, est située à gauche de votre barre d'espace. Je vais donc maintenir la touche Alt enfoncée, et comme je sais que je dois rajouter des tons foncés dans mon image puisque c'est plat, eh bien je vais commencer à glisser tranquillement cette flèche noire vers la droite.
je constate que tout devient rouge. Pourquoi ? Parce que je suis dans la couche de rouge, tout simplement. Donc Alt enfoncé, maintenu, je glisse ma flèche jusqu'au moment où Photoshop m'indique, par le biais de l'affichage de ces petits points noirs que j'ai en haut à gauche ici, le fait qu'il a déjà des points foncés, des tons foncés dans cette image. En gros, si je traduis ça un petit peu à ma façon, je dirais que Photoshop me dit, écoute, tant qu'il n'y a pas de points, vas-y, tu peux augmenter les tons, tu peux les remonter, mais dès que je vais te dire stop ici, en t'indiquant que j'ai déjà des points foncés ici, tu peux t'arrêter. Voilà, donc en gros, remontez les points tant qu'il en manque, et dès que Photoshop vous dit stop, ici on en a déjà, il est temps d'arrêter, il est temps de lâcher la souris. Alors ne vous amusez pas à quantifier tout ça, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'être raisonnable, de dire trop peu c'est trop peu, trop c'est trop. Donc essayez de trouver le bon compromis entre les deux, c'est-à-dire un début d'affichage clair des tons foncés qui s'affichent ici. Dans le même ordre d'idée, parce que je n'ai évidemment pas terminé mon réglage de la couche rouge ici, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et m'occuper maintenant de rehausser les tons clairs manquants dans la couche de rouge toujours. Et là, je commence à bouger mon curseur jusqu'au moment où Photoshop, encore une fois, me dit « Ok, tu peux t'arrêter ici parce que ici, j'ai déjà suffisamment de tons clairs, c'est pas la peine d'en rajouter. » Si vous exagérez, ce qui va se produire tout bêtement, c'est que vous allez exagérer les tons clairs dans l'image, au risque peut-être d'exagérer l'exposition, la lumière, et donc finalement vous n'aurez pas obtenu l'effet escompté. Donc dès que Photoshop me dit stop, j'ai déjà suffisamment de points, il est temps d'arrêter, je lâche ma souris. Alors bien sûr, si je clique sur OK maintenant et que j'oublie de régler les couches suivantes, à savoir la couche de vert et la couche de bleu, je vais manquer mon réglage puisque je vais seulement régler une couche sur les trois. Donc deuxième réglage à faire, la couche de vert, j'appuie sur Alt, maintenu, je glisse, tout devient vert parce que je suis dans la couche de vert, je glisse et dès que je vois apparaître ici les points de ma couche, ici, je fais attention de ne pas exagérer, je pense qu'il est temps d'arrêter. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, ne vous inquiétez pas de voir que la tournure globale de l'image pour le moment n'est pas encore satisfaisante puisqu'on n'a pas terminé. Pareil de l'autre côté, Alt maintenu, je glisse, et dès que je vois suffisamment de points verts s'afficher, il est temps d'arrêter. Dernière couche, puisque mon image est toujours composée de 3 couches, rouge, verte et bleue, je termine par le réglage de la couche bleue pour être globalement en phase avec mon réglage. Voilà, je fais attention de ne pas aller trop loin. Je maintiens toujours le doigt sur la touche Alt évidemment. Voilà, c'est un petit peu plus dur de voir les points dans le bleu puisque le bleu et le noir ne se contrastent pas trop, mais voilà, j'obtiens un résultat qui est à peu près satisfaisant ici. Et à l'arrivée, l'idée c'est tout simplement de se dire, voilà, qu'est-ce que ça donnait avant, en décochant l'aperçu, et qu'est-ce que ça donne après. Et là, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Finalement, un réglage relativement satisfaisant globalement, sur lequel je peux encore, pourquoi pas pour terminer, jouer un petit peu sur le curseur des tons foncés et des tons clairs, si toutefois je souhaitais effectuer un réglage. Mais là, attention, de revenir en mode RVB global pour avoir effectivement la possibilité de jouer sur les tonalités globales. La dernière chose que je voulais vous faire constater, c'est que à l'issue de votre réglage, couche par couche, vous avez finalement, quand vous réattribuez le réglage ici global RVB, vous avez tout simplement étalé votre réglage, et c'est ça que nous venons de faire en réglant les niveaux. Donc finalement c'est un réglage extrêmement efficace qui permet un réglage global de votre image, et là vous notez au passage que vous avez amélioré les contrastes, les couleurs, la netteté, enfin un certain nombre de choses en une seule manipulation. Dès que vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à valider en cliquant sur OK, et donc on peut considérer que votre image a été globalement traitée. Ça c'est intéressant. Petit rappel pour terminer cette séquence, la touche F12 me permettrait de revenir à l'état d'avant, non réglé, et le raccourci CTRL Z me permettrait de revenir à l'état précédent, c'est-à-dire finalement être capable de faire un comparatif en temps réel, avant, après. Parmi les autres réglages qui permettent d'anticiper la préparation de l'image, et donc son traitement, il y a le réglage de la netteté. Alors la netteté, c'est un réglage qui se trouve bizarrement ailleurs que dans le menu Image Réglage.
C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit situé là, mais en regardant bien, vous n'avez aucun réglage en rapport avec la netteté. Donc ici, on est un petit peu embêté. Alors, je vais simplement vous indiquer où ça se trouve. Pour une fois, on va passer par le menu filtre. Alors c'est un sujet qu'on développera dans d'autres séquences, hein, ne soyez pas inquiets là-dessus. Mais par rapport à ma problématique de départ qui est le traitement et la préparation de l'image, je vais aller dans le menu filtre pour demander ici, dans accentuation et renforcement, donc filtre, renforcement et accentuation, je vais demander d'améliorer la netteté de cette image. Donc on pourrait penser que la photo est nette. Alors bien sûr, il y a des effets ici de flou progressif, mais vous voyez qu'ici, il y a quelques fleurs, notamment là, les deux fleurs centrales ici, qui sont relativement nettes. Mais en fait, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elles sont nettes, certes, mais peut-être pas autant qu'on pourrait l'imaginer, et plus elles seront nettes finalement, plus elles vont ressortir par rapport aux fleurs qui sont floues. Donc moi, j'ai besoin d'accentuer un petit peu cette sensation de netteté, et donc pour cela, je retourne dans le menu filtre, renforcement, accentuation, et dans ce filtre d'accentuation, je vais avoir ici une petite fenêtre qui me permet, en zoomant ou en dézoomant ici, d'avoir une vue un peu plus globale de ma fleur, et en tout cas de viser, si je puis dire, la partie de la photo qui m'intéresse. Donc je pourrais par exemple estimer que cette partie de la photo est intéressante en termes de netteté, et pour le moment, j'ai pas la sensation qu'il se soit passé grand chose, tout simplement parce que je vais devoir augmenter un petit peu le gain et le rayon qui se situe ici, pour accentuer naturellement ce réglage. Donc je pense qu'il est facile de comprendre que si je réduis tous mes curseurs à 0, je vais avoir un rendu qui est parfaitement similaire à l'image d'origine, et ça va changer au fur et à mesure que je vais monter. Et là, petit à petit, alors c'est pas encore flagrant, en montant à la fois le gain et le rayon, progressivement, je vais commencer à avoir une légère amélioration du gain qui est encore insuffisante. Donc pour ça, je vais encore augmenter ces réglages-là. Et vous voyez que petit à petit, on commence à voir un changement ici. Et en fait, pour bien comparer le avant et le après, moi ce que je vous invite à faire, parce que c'est le plus sympa finalement, et c'est assez intuitif, c'est de cliquer sans lâcher pour voir l'image telle qu'elle était avant, et de lâcher votre souris, et là vous commencez à voir déjà un léger décalage en termes de rendu, avant, après. Donc ça va encore évidemment se voir au fur et à mesure que je vais encore monter les réglages, et là on commence vraiment sensiblement à voir le gain de la netteté, où les contours sont plus marqués, et le rendu est plus subtil. On le voit vraiment à tous les niveaux, au niveau de la tige, au niveau du dessin de la fleur, etc. Alors là aussi, il faut être un peu raisonnable et se dire que au-delà d'un certain seuil, évidemment, vous prenez le risque d'avoir une netteté exagérée et qui finalement ne vous donnera pas l'effet escompté, puisque si vous exagérez la netteté, ce qui va se passer, c'est tout simplement un rendu de type totalement différent de ce que vous escomptiez, c'est-à-dire un effet graphique aléatoire et non pas un gain de netteté. Donc moi je dirais qu'il faut évidemment être prudent à ce niveau-là. Ça dépend évidemment du départ et du degré de flou de votre image de départ, qui sera plus ou moins nécessaire d'accentuer évidemment en fonction du rendu final que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc là vous voyez on est sur quelque chose d'assez satisfaisant. Donc la case d'aperçu que j'ai là va me permettre d'avoir une vision globale de ma photo finalement. Et là on voit qu'on a quand même sensiblement amélioré la netteté de la photo. Alors je termine rapidement sur cette notion de seuil qui est toujours à 0 chez moi. Alors le seuil pourrait vous servir dans le cas où vous auriez un petit peu exagéré le gain et le rayon. Alors me direz-vous, autant en faire un peu moins et du coup on n'aura pas besoin de régler le seuil, mais juste pour info quand même, le seuil, si je le teste ici, va me redonner un peu de flou. C'est-à-dire que ça va en quelque sorte limiter les effets de crénelage, c'est-à-dire limiter les effets de pixels, si je puis dire, en adoucissant en quelque sorte sans trop enlever de la netteté, même si vous avez le sentiment que ça devient un peu flou. Mais le seuil a pour vocation de limiter un petit peu l'effet de crénelage et donc de légèrement adoucir les contours. Alors bien évidemment, soyez prudent, n'en mettez pas trop, sinon l'effet que vous avez gagné d'un côté, vous le perdrez de l'autre. Donc c'est pas utile de trop monter le seuil, vous le montez légèrement. L'idée est de légèrement accentuer
le crénelage, voilà. Et ensuite, je joue seulement sur le rayon, sur le gain, pour obtenir un rendu satisfaisant. Voilà, donc première proposition, le réglage de la netteté pour encore améliorer le traitement global de l'image. Traiter une image, ça passe aussi par un réglage qui est très important, qui s'appelle la saturation, et précisément la saturation des couleurs. Alors on pourrait se dire que la saturation est un terme péjoratif, mais pas du tout, en réalité c'est un terme extrêmement positif, au contraire, puisqu'il évoque tout simplement la puissance de la couleur, la vivacité de la couleur. Et dans des images comme celle-ci, ou celle-ci, ou encore celle-ci, on pourrait imaginer à un moment donné que dans cette montagne, par exemple, je trouve que la couleur de la montagne est peut-être un petit peu trop vive et donc un peu trop saturée. Dans cette photo-là, on pourrait imaginer que le bleu ne l'est pas assez, mais que le jaune l'est un peu trop. Et enfin, pourquoi pas imaginer que dans cette photo-là, j'aimerais rehausser un petit peu la gamme de rouge de mes tulipes pour faire ressortir le contraste entre le rouge et le blanc. Et bien tout ça se gère par le biais de la saturation des couleurs. Pour arriver à mon panneau, je vais dans Images, Réglages, Teinte Saturation. Je note au passage l'existence du raccourci CTRL-U, Commande U sur Mac pour avoir l'équivalent, et j'arrive dans cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, la première chose importante à retenir, c'est que j'ai plusieurs curseurs, dont celui du milieu qui concerne la saturation. Alors dans cette séquence, on va éviter pour le moment de travailler avec le curseur de teinte et le curseur de lumière éventuellement, pour mieux se concentrer sur le curseur central qui est ici, saturation. Et là, si je reste en mode global, qui est le mode par défaut, je m'aperçois qu'en réduisant progressivement ma saturation, en vérifiant toutefois que mon curseur bouge doucement et que ma case d'aperçu est active, vous voyez qu'au fur et à mesure que la saturation descend, je vois effectivement une perte progressive des couleurs, aussi bien dans le rouge de la fleur que dans le vert de la tige. Et plus je descends, et plus ma saturation baisse, et plus je tends vers des couleurs fades, voire du noir et blanc. Alors on pourrait se dire que pourquoi pas, c'est une solution qui me permettrait d'envisager le passage d'une image couleur à une image en noir et blanc. Alors il y a d'autres techniques évidemment qu'on verra ensemble, mais ça reste une solution en tout cas envisageable pour le passage en noir et blanc. Inversement, si je remonte mon curseur de saturation, eh bien je vais constater, si j'y vais encore une fois très progressivement, que les couleurs deviennent un peu plus vives, et qu'ici le vert est plus lumineux, que le rouge est plus nuancé, et au fur et à mesure que mon curseur monte, j'ai encore plus de rendu colorimétrique sur le visuel que j'ai ici. Alors évidemment, toute la question est de savoir s'arrêter, de s'arrêter assez tôt pour éviter ce genre de choses où là vous avez une sursaturation et ça donne un peu l'équivalent d'une télécouleur mal réglée où les couleurs auraient tendance un petit peu à baver, ce qui était le cas dans les anciennes télés. C'est beaucoup moins le cas sur les télés actuelles, mais vous voyez, on arrive sur ce type de réglage ici où le réglage est trop marqué. Donc je vais faire attention à tout ça, et puis ça va me permettre dans un deuxième temps de vous parler de ce menu global, parce que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Photoshop sait gérer naturellement la séparation des couleurs. Et la séparation des couleurs, ça passe par le choix d'une couleur que vous pourriez modifier en particulier, sous-entendu en ne modifiant pas les autres. Et c'est là où ça devient intéressant parce que dans cette photo qui est assez simple sur le plan des couleurs, vous avez le ciel bleu, le rouge des fleurs, le vert des tiges, et on peut se limiter à ça. Et bien, si je choisis ici dans ma liste, vous constatez que ce sont des couleurs assez standards, hein, notamment le rouge. Pourquoi le rouge? Parce que j'ai envie de m'intéresser à cette partie de la photo et non pas à la tige de la fleur. Et bien, quand je vais jouer sur la saturation du rouge, je m'aperçois que le rouge bouge, mais pas le vert. Pourquoi? Parce qu'en demandant de jouer sur le rouge, je n'interviens évidemment pas sur les autres pixels de couleur. Donc le bleu ne change pas, le vert ne change pas, par contre le rouge est plus ou moins intense, et ce sans être obligé de faire une sélection ou un travail particulier en amont. Donc ça c'est assez génial de pouvoir dire à Photoshop, tu me gères seulement la saturation du rouge et tu ne touches pas au reste. Alors dans le même ordre d'idée, et c'est le seul curseur sur lequel je me permets d'intervenir dans cette séquence, la lumière, elle, correspond naturellement à la lumière de la couleur. Et donc si je baisse la lumière du rouge, seul le rouge devient plus sombre,
Et vous voyez que ça n'a pas de conséquences directes sur les tiges de mes fleurs qui restent dans la même intensité de vert et dans la même lumière du vert. Donc ça me permet comme ceci d'obtenir des réglages assez sympas, assez variés, alors évidemment toujours en étant raisonnable dans mes réglages. Donc ça c'est très important, et si on essaie de faire ce type de réglage sur une autre photo, par exemple celle-ci, eh bien là je pourrais dire qu'effectivement les montagnes me paraissent peut-être un petit peu trop rouges. Alors ça peut être volontaire, ça peut être exagéré, mais en tout cas ici dans réglage teinte saturation, dans le même ordre d'idées, je vais essayer de dire réduisons soit l'ensemble de la photo pour obtenir un rendu peut-être un peu plus fade ou un peu plus lumineux ou un peu plus coloré, mais comme je trouve que cette photo l'est déjà beaucoup, je pourrais peut-être me dire que seul le rouge dans cette photo doit être légèrement atténué, et pour le coup on pourrait jouer sur la luminosité seulement de la montagne, vous voyez, sans pour autant toucher au ciel, et peut-être retrouver un petit peu plus de réalisme, ou en tout cas un petit peu moins de saturation sur la montagne, avec toujours ici la possibilité de jouer, vous voyez, sur le rendu de cette montagne en particulier. Et évidemment, attendez-vous à ce que les zones dans lesquelles on a un petit peu de rouge changent en même temps, puisque comme j'ai du rouge dans le ciel, j'ai aussi du rouge dans la montagne, et donc le changement du rouge intervient naturellement sur les deux. Donc ça c'est vraiment intéressant. On peut évidemment jouer sur ces réglages-là, et enfin sur une photo de ce type-là, dans le même ordre d'idée, je pourrais toujours dans teinte saturation décider que le bleu, donc le cyan, qui est plutôt un bleu clair, c'est là où il faut faire un petit peu attention de distinguer les deux, ça devrait marcher avec les deux, mais on a plus du cyan que du bleu a priori, et bien là pareil, vous voyez, je vais plus ou moins jouer sur le rendu de ce bleu, de ce cyan, pour le rendre plus ou moins lumineux, plus ou moins saturé. Voilà. Et pareil pour le jaune évidemment, que je vais pouvoir rendre plus ou moins saturé, plus ou moins lumineux. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité géniale qui me permet, si j'ai compris que dans Photoshop je peux séparer les couleurs, qui me permet de travailler sur des gammes de couleurs sans pour autant être obligé de préparer mon image en amont.